Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, une délégation de l'Union des conseils économiques et sociaux africains reçue ce vendredi par le vice-président ivoirien. Le changement climatique a été en première ligne de ces échanges entre Tiemoko Melie-Kone et Jenaka Awele et ses missions qui ont pris part à la conférence sur la sécheresse et la dégradation des terres. Alors que la COP15 referme ses portes ce soir même, hier un dîner a été offert aux participants. Le Premier ministre a saisi cet instant solennel pour saluer la présence de tous et donner les conclusions des travaux. Le secrétaire exécutif de la Convention, Ibrahim Thiaw, a été distingué dans l'ordre national. Bientôt dans le mois de juin, la capitale ivoirienne abritera 3 grands événements. La 8e édition du sommet annuel de l'Africa CEO Forum, le groupe consultatif du PND, le Business Forum Afrique de l'Ouest Union européenne. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, mobilise les diplomates. Et puis en sport football, la Côte d'Ivoire a un nouveau sélectionneur, c'est Jean-Louis Gasset. Il a été choisi par la Fédération ivoirienne de football. Le technicien français va conduire un nouveau projet avec les éléphants selon les objectifs fixés. Le vice-président de la République a reçu une délégation de l'Union des conseils économiques et sociaux africains ce vendredi. Tiemoko Melie-Kone et ses personnalités ont parlé du changement climatique qui nécessite l'implication de tous. Jérôme Kofi Aboulin. Ils sont tous des présidents de conseils économiques et sociaux dans leurs pays respectifs à être devant le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, ce vendredi. Ces personnalités au sein d'une délégation de 4 membres sont du Maroc, du Niger, du Bénin et bien entendu de la Côte d'Ivoire et représentent l'Union des conseils économiques et sociaux africains, UCESA. C'est dans le cadre d'un atelier international à Abidjan sur le dérèglement climatique qu'elles ont été reçues par le vice-président ivoirien. On était très heureux d'être reçus par monsieur le vice-président et nous étions là en tant que UCESA, donc l'Union des conseils économiques et sociaux et organisations similaires d'Afrique. Nous sommes aujourd'hui à Abidjan parce qu'il y a un atelier sur le changement climatique extrêmement important. Ce qui est bien, c'est parce que ça se déroule concomitamment avec la COP15. Nous avons conduit une étude dans plus de 16 pays africains, une étude de perception des changements climatiques vus par les citoyens africains. Et la bonne nouvelle, c'est qu'eux sont décidés à agir et ils pensent qu'ils peuvent agir avec les gouvernements pour avoir des politiques d'adaptation. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, Jenaka Awele, a saisi l'occasion pour évoquer l'honneur qui est fait à son pays à travers cette session. La Côte d'Ivoire a été honorée d'accueillir ce premier atelier de l'UCESA parce que c'est le tout premier qui est organisé par l'UCESA et c'était donc en juin dernier. Juste après ma nomination à la tête du CESA Côte d'Ivoire, que nous avions eu une rencontre importante à Rabat. Et à cette occasion, la Côte d'Ivoire, connue pour son hospitalité, avait été retenue donc par le président du CESA pour accueillir cet atelier. L'UCESA, ou l'Union des conseils économiques et sociaux africains, regroupe environ 20 pays sur le continent. Et la rencontre en marge de la COP15, cette conférence qui prend fin ce soir même. Le rideau se referme sur la COP15. La cérémonie de clôture se déroule en ce moment même. Pendant 2 semaines, Abidjan était la capitale du climat. La Côte d'Ivoire apporte une réponse à la question de la réforestation et à la restauration des terres. Des solutions contenues dans l'initiative d'Abidjan qui a été adoptée. Elle permettra de restaurer nos terres et contribuer à la réforestation. Puis la Côte d'Ivoire a offert le dîner officiel de clôture aux participants venus du monde entier. Le Premier ministre a saisi cet instant solennel pour saluer la présence de tous et donner les conclusions des travaux. Au nom du chef de l'État, Patrick Kachi a distingué le secrétaire exécutif de la Convention, Ibrahim Thiaw, dans l'ordre national. Alexis Oudraogo. Un toast pour célébrer l'excellence des travaux tenus à Abidjan à la faveur de la COP15. Jeudi soir, au Sofitel d'Abidjan, la Côte d'Ivoire dit sa reconnaissance à la faveur du dîner de clôture offert à la COP.
La lutte contre la désertification et la sécheresse est une question de survie de l'humanité. Et encore plus pour les pays en développement où les techniques culturelles restent traditionnelles et extensives. L'initiative d'Abidjan, adoptée dans ce sens, permettra à terme la restauration et la préservation des forêts en vue de soutenir la politique de développement agricole et durable de notre pays afin qu'elle soit plus résiliente. L'occasion pour le Premier ministre Patrick Achi de réitérer les vives félicitations du président Alassane Ouattara au secrétaire exécutif de la Convention, Ibrahim Thiaw, distingué dans l'ordre national. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, je voudrais adresser mes remerciements et mon infinie reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, pour ce grand honneur d'avoir accepté sans hésiter d'être l'hôte de cette COP 15 et d'avoir fait de cette COP une étape inoubliable qui sera gravée dans les annales de la diplomatie environnementale internationale. La COP 15 referme ses portes ce 20 mai. Plus de 197 pays auront pris part à ces travaux relatifs à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Et ces défis du dérèglement climatique nécessitent l'implication des conseillers économiques d'Afrique réunis à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Ils entendent relever ces défis du climat à travers des solutions durables. On le voit avec Sidonie Davila. Les conseillers économiques se mettent en première ligne dans la lutte contre les changements climatiques. Les experts de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCESA, mènent d'intenses réflexions. En se rendant disponible pour accueillir cet atelier international, l'Assemblée consultative ivoirienne n'a fait en réalité que mettre en œuvre une instruction particulière du président de la République, instruction relative à la place que doivent prendre et le rôle que doivent jouer les institutions de la République de Côte d'Ivoire dans les organisations internationales auxquelles elles appartiennent, notamment les organisations africaines. Relever les défis liés à ces changements est une ambition qui appelle des efforts d'envergure ainsi qu'une attention soutenue de la part de l'ensemble des acteurs étatiques et internationaux du secteur privé et de la société civile. L'UCESA espère trouver des solutions innovantes et durables pour le bien-être des populations africaines lors de cette assise co-présidée par Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que celui du Maroc, Ahmed Reda Chami, également président de la fêtière des chambres consultatives UCESA. Dans notre union, cet engagement se traduit par, d'abord, une amélioration des connaissances sur le changement climatique en intégrant les perceptions et les besoins des citoyens africains. Il se traduit aussi par la mise en place de partenariats stratégiques à la fois avec le monde académique et des institutions régionales et internationales en charge de la question climatique. Cette rencontre de haut niveau se tient dans le cadre de la COP 15 sur les bords de la lagune Ébrié. Un rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire, rappelle l'émissaire du gouvernement. Nos États ont besoin de lumière, des expertises, des réflexions qui contribueront à avoir une meilleure visibilité des mécanismes à mettre en place en vue de relever le défi qui se présente à nous. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a engagé notre pays dans une politique vigoureuse pour atténuer les effets du dérèglement climatique afin de pérenniser son modèle de développement et préserver les générations futures des désastres économiques et sociaux. Mamadou Touré salue cette initiative de l'UCESA. Créée en 1994, cette fêtière regroupe les conseils économiques et sociaux d'Afrique.
On parle encore de la COP15 avec ce document que je vous invite à voir. Les conflits éleveurs-agriculteurs en Côte d'Ivoire, surtout dans le nord, ne sont pas rares. Les dégâts causés par les bœufs sur les cultures constituent la source de ces mésententes, causant parfois mort d'hommes. À Téini et Toubor, dans le Bonkani, la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs semble impossible. Alors, quelle solution durable et définitive? Comment concilier l'agriculture et l'élevage dans le même environnement? C'est le dossier vide ici de ce soir qui est signé à Mississoko. Nord-est de la Côte d'Ivoire, région du Bonkani, Téni, à près de 100 km de Bouna, la capitale régionale. C'est la saison des labours. Sep, qui commence à peine à labourer son champ, est inquiet. Si le bébé est venu couper 3 fois, il a gâté. Il ne peut pas faire quelque chose encore. C'est fini ça. Les conflits éleveurs-agriculteurs sont récurrents dans le nord de la Côte d'Ivoire, zone d'élevage et de transit du bétail en provenance du Mali et du Burkina Faso vers des régions plus vertes. En cause, selon les éleveurs, l'occupation des prairies et des couloirs de transhumance. Avant, là, il y a place. Aujourd'hui, là, ils sont faits sans partout. Même cette année, tu as resté tombé, tu as fait parc, tu as quitté parc, tu as changé parc. Là, il y a d'autres qui viennent faire, on dit quoi, champ là-bas. La notion de couloir de transhumance n'est pas maîtrisée par les éleveurs. Un peuple peut venir dans une localité, il demande qu'on lui accorde peut-être un endroit pour créer une petite hutte quelque part. Et ces animaux sont en brousse, souvent à 1 km du village. Ils paient les droits pour nourrir les animaux en question. Parce que bon, on prive quand même, il faudrait qu'on le dise, hein, les paysans de leurs terres. Ibrahim Palé est le président des éleveurs de Téni. C'est bien souvent qu'il rencontre les membres de la communauté Peul, ses propriétaires traditionnels de bétail. Avec eux, il aborde leurs préoccupations. Elles sont pour l'essentiel liées à l'insuffisance des pâturages. La population a augmenté. Aujourd'hui aussi dans notre zone, nos frères de l'autre côté, que ce soit du Burkina, tout le monde est rentré là. En plus aussi, tous ceux qui sont venus, c'est des agriculteurs qui cherchent de la nourriture. Donc les champs ont augmenté, c'est ce qui a fait qu'il n'y a plus de pâturage. La rareté des pâturages, beaucoup l'expliquent dans la zone par l'occupation des couloirs de transhumance qui, elles, découlent de la vente des terres à tout venant par les autochtones. Les éleveurs nous accusent d'avoir cultivé sur le passage des bœufs et nous accusent pour rien. Depuis que je suis ici, on ne m'a jamais montré un lieu où les bœufs doivent passer pour aller boire de l'eau au barrage. Si ce n'est pas que derrière le village. Accusés de vendre les terres, sans tenir compte des couloirs de transhumance, les populations villageoises s'en défendent. Ici, à Toubor, le chef de terre nie cette accusation. Chez nous ici, on ne vend pas de parcelles. Celui qui vient travailler, on lui donne, il travaille. Il ne doit pas s'aimer en accord dedans. Pourquoi? S'il s'aime en accord dedans, ça va envoyer conflit un jour. Si tu veux récupérer, il ne va pas vouloir. Une autre source de conflit entre éleveurs et agriculteurs, l'accès à l'eau. À la recherche donc de ce précieux liquide qui doit être de bonne qualité pour éviter de rendre le troupeau malade, il arrive aux bouviers de parcourir de longues distances. Cette traversée est souvent émaillée de conflits, souvent suscités par la destruction des champs par le bétail. Ici, là, ce n'est pas les routes, c'est nos champs. C'est à cause du bas-fond. Actuellement, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. C'est sec, souka en bas là-bas. Mais le bœuf, là, toujours, il passe là. À la diminution du foncier rural se greffe le changement climatique. Le nord de la Côte d'Ivoire, une zone chaude, connaît en effet la sécheresse, visible avec l'assèchement de plusieurs cours d'eau. À Toubor, ce barrage dont la surface rétrécie est le seul où les troupeaux s'abreuvent. Ils ont fait ce barrage, je pense que vers 80. C'était un petit barrage, mais avec le nombre d'effectifs, les gars qui sont là aujourd'hui, tu peux t'arrêter ça. Quand tu vas là-bas, ce n'est pas les bœufs seulement qui boivent. À certains moments, même les parents, même nous-mêmes, on boit, parce qu'on a problème d'eau. Mais on ne parle plus à faire d'eau, puisque le château, ils sont en train de faire. Si Dieu le veut, ça va aller. C'est le changement de climat qui a envoyé tout ça. Sinon, à l'époque, quand on avait ces rivières-là, on avait ces fleuves-là qui ne séchaient pas, il n'y avait pas tous ces conflits. Maintenir un climat de paix dans cette zone est une préoccupation permanente.
Dans le Bunkani, les populations, pour ne pas en rajouter à leur situation, choisissent de régler leurs différends à l'amiable. Quand on va sur le site de là qu'il n'y a pas à entendre, on se dirige vers le sous-préfet qui fait le constat et puis on dédommage le propriétaire des champs. Le sous-préfet, quand il ne peut plus, donne ça à la justice, ça veut dire à la gendarmerie. Bon, la gendarmerie, ils font leurs enquêtes, mais eux, ils ne vous fixent pas un quota. Voilà, ils vous renvoient à la justice, à Bouna. Bon, là-bas, c'est le dernier recours. Arrivé là-bas, c'est qu'on vous a donné comme maman, c'est obligé que vous payez. Le député de la circonscription des Téni, Tougo et Gogo, Omar Ouattara, a quelques solutions. Les éleveurs, s'ils sont sédentarisés, forcément, ils sont des voisins, ils sont devenus maintenant des personnes qui vivent dans les mêmes surfaces. Donc, des solutions seront trouvées. Il y a aussi le fait qu'il y a des zones de pâturage qui sont en train d'être déterminées. Il y a Fiki où il y a vraiment une parfaite collaboration entre l'élevage et l'agriculture. En matière de résolution des conflits éleveurs-agriculteurs, le village de Fiki, à 10 km de Téni, est un bel exemple. Une zone de 868 hectares est dédiée exclusivement au pâturage. Tout le bétail du village y est convoyé. Il y reste du début des travaux champêtres jusqu'à la fin des récoltes. Depuis qu'on a cette solution, on sait qu'actuellement à Fiki et peut-être les zones qui sont à côté de Fiki, il y a la cohésion sociale parce que depuis ce temps, entre agriculteurs et éleveurs, vraiment, on communique. Pour une gestion satisfaisante du foncier agro-pastoral, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres du mercredi 9 septembre 2015 un projet de loi. Il vise une solution satisfaisante et durable de la question de la cohabitation conflictuelle entre agriculteurs et éleveurs, notamment dans les régions du nord et du centre du pays. Le gouvernement entendait ainsi favoriser une cohabitation paisible entre agriculteurs et éleveurs à travers une meilleure maîtrise de la mobilité des animaux et une grande intégration des activités agricoles et pastorales. On vient d'ici de ce soir avec Ami Sissoko, conflit éleveurs-agriculteurs, solution pour une gestion durable des terres. Bientôt, dans le mois de juin, la capitale ivoirienne, Abidjan, abritera 3 grands événements. La 8e édition du sommet annuel de l'Africa CEO Forum, le groupe consultatif du PMD, le Business Forum Afrique de l'Ouest, Union européenne. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, mobilise les diplomates. Abidjan bouge. Pour juin 2022, la capitale économique ivoirienne accueille de grandes rencontres internationales. Du 13 au 17 juin, 3 forums. La 8e édition du sommet annuel de l'Africa CEO Forum 2022 les 13 et 14 juin. Le groupe consultatif du plan national de développement PND 2021-2025 le 15 juin. Et le Business Forum Afrique de l'Ouest Union européenne les 16 et 17 juin. Pour une participation optimale des pays, une rencontre a eu lieu ce jeudi entre corps diplomatiques, représentants des organisations internationales et ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Le Business Forum va permettre aux entreprises d'avoir un certain nombre d'informations sur, le potentiel de développement de la région, sur les secteurs les plus prometteurs et sur aussi des secteurs sur lesquels l'Union européenne a une très forte compétence et qui sont des secteurs qui vont émerger dans nos pays. L'Africa Forum revient en force cette année à Abidjan pour être cette plateforme de haut niveau pour les États africains, pour les entreprises africaines, pour les multinationales, pour les partenaires bilatéraux, pour les principales institutions financières qui sont actives sur le continent africain. La Côte d'Ivoire a élaboré le 3e plan national de développement 2021-2025, bien entendu en cohérence avec l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 et le plan stratégique Côte d'Ivoire 2030. Le besoin de financement qui se dégage donc de ce cadrage est de l'ordre de 9 400 milliards, environ 17 milliards de dollars. D'où l'importance pour nous d'organiser le groupe consultatif. La ministre d'État exhorte les ambassadeurs à inviter gouvernements et secteurs privés de leur pays à prendre part à ces événements. Ces rencontres seront l'occasion pour les opérateurs économiques et les milieux d'affaires venus du monde entier d'explorer les possibilités de réaliser des partenariats gagnant-gagnant. Je voudrais donc vous inviter à encourager les acteurs du secteur privé de vos pays respectifs
à participer massivement à ces événements qui leur permettront très certainement, par la qualité des relations nouées, de jouer pleinement leur rôle de moteur du développement et de la croissance du continent africain. Ces moments permettront surtout aux entreprises locales et étrangères de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Et parlant de coopération, la Côte d'Ivoire entretient de bonnes relations avec le sultanat d'Oman, un État voisin à l'Arabie saoudite. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire a présenté ses lettres de créance au sultan d'Oman. On le voit avec Éric Goré. Le palais royal à Mascate, capitale du sultanat d'Oman. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire reçu par le sultan Aïtman bin Tariq pour la présentation de ses lettres de créance. L'ambassadeur Coulibaly Drissa, présent sur le sol omanais, avec pour mission de consolider les relations de coopération et d'amitié qui lient la Côte d'Ivoire au sultanat d'Oman. Au cours de cette audience, Coulibaly Drissa a exprimé les chaleureuses salutations et les vives félicitations du président Ouattara au sultan pour les perspectives heureuses quant au développement d'Oman. Rappelons que Coulibaly Drissa est d'abord ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite avec résidence à Riyad. Et sa circonscription diplomatique comprend l'État du Koweït, du Bahreïn et le sultanat d'Oman. Un ouvrage sur les institutions de la République vient de voir le jour. Il est dénommé Architecture institutionnelle de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Désormais, ce manuel est disponible et comporte toutes les informations sur l'État ivoirien. Laure Goretti, Sidonie Davila. Le ministère auprès du président de la République en charge des relations avec les institutions de la République met à disposition un ouvrage sur les institutions de la République dénommé Architecture institutionnelle de la Troisième République de la Côte d'Ivoire. Ce manuel comporte la liste des institutions, leurs missions, adresses et positions géographiques. L'ouvrage a été présenté et distribué aux professionnels des médias et aux blogueurs. Que serait un citoyen qui ne connaît pas son État? Les institutions de la République, ce sont les valeurs de l'État. Il est important d'en faire une communication. Et non seulement une communication, mais de construire l'Ivoirien nouveau à partir des institutions de la République. Cet ouvrage est un outil utile qui facilite la compréhension du cercle de la gouvernance politique et l'actualité des institutions. Selon Issoufou Coulibaly, représentant du ministre chargé des relations avec les institutions, Gilbert Kafana Koné. La formation et l'information doivent être continues, puisque les institutions s'adaptent. En 2016, nous avons la Troisième République avec les nouvelles institutions qui sont créées. Il est important que ces nouvelles institutions qui sont venues compléter l'armature institutionnelle de la République de Côte d'Ivoire soit connue du grand public. Voilà pourquoi ce manuel a été fait. Et les personnes les mieux outillées, les mieux adaptées, les personnes les plus idoines pour le faire, ce sont les médias. Ce manuel, gratuit de 215 pages, a été présenté officiellement en septembre dernier. Un programme de présentation et de distribution a été établi aux groupes socio-professionnels, institutionnels et des structures de jeunesse. On s'intéresse à cette pandémie qui reste encore active. On fait le point de la Covid ce soir. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 20 mai 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 756 échantillons prélevés, 9 guéris et 0 décès. À la date du 20 mai 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 82 044 cas confirmés, dont 81 213 personnes guéries, 799 décès et 32 cas actifs. Au total, 12 729 475 doses administrées contre la Covid-19. Une délégation de l'Agence française anticorruption conduite par son directeur général séjourne à Abidjan. Elle a eu une séance de travail avec la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, une rencontre qui a consisté en un partage d'expériences et de bonnes pratiques. On le voit avec Dangui Dangui.
Sur le front de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, les structures publiques engagées dans ce combat sont à la recherche d'instruments efficaces et de bonnes pratiques. C'est dans ce cadre qu'une séance de travail entre responsables de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et l'Agence française anticorruption, AFA, a eu lieu ce mardi. Il faut faire beaucoup de formation et de sensibilisation pour faire comprendre aux gens ce qu'est la corruption, surtout quels en sont les effets extrêmement néfastes. Et il faut leur faire comprendre également qu'il y a des institutions qui sont chargées de traiter ces questions. Et puis après, il faut que ce système aborde les deux facettes, celle de la répression qui est indispensable. Il faut surtout beaucoup travailler sur les questions de prévention pour éviter que les faits soient commis. Une opportunité de partage de bonnes pratiques et d'échange d'expériences que veulent saisir les autorités ivoiriennes. Les instruments juridiques internationaux, justement régionaux, même nationaux, font obligation à la haute autorité de rentrer dans la coopération nationale, régionale et internationale. C'est dans ce cadre-là que nous pouvons avoir des ouvertures pour travailler en partenariat avec d'autres. La chose que nous visons, c'est le partage des bonnes pratiques. Les défis sont énormes, mais également les moyens que nous y mettons également sont énormes. La volonté politique est exprimée au plus haut niveau. Je pense que le reste est une question de méthodologie et nous allons y arriver. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est un organe du dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Sidi Tiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, était l'invité du petit déjeuner de presse organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la qualité des poissons, l'indemnisation des éleveurs de Grand Bassam et la pénurie du poisson thon dans le mois d'avril. Cette rencontre d'échange a été saisie par Sidi Tiemoko Touré pour partager les mécanismes de son ministère pour faire de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant en ressources animales et halieutiques. Cheikh Koné. Sidi Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, était face aux hommes et femmes des médias. Durant 2 heures d'horloge, toutes les questions d'actualité sur son secteur ont été explorées, entre autres la pêche illicite, l'indemnisation des éleveurs de Grand Bassam et la qualité des poissons sur le marché ivoirien. Tous les produits qui rentrent dans la consommation ivoirienne font l'objet d'analyses préalables, que ce soit des produits en importation, des produits à l'exportation, des produits directement mis à la consommation. Et la direction des services vétérinaires intervient pour assurer la qualité de ces différents produits. Mais il faut l'avouer, le poisson produit localement est meilleur en termes de goût que le poisson qui vient congelé. La question sur la pénurie des poissons thon constatée sur le marché dans le mois d'avril a également été évoquée. Il n'y a pas eu de pénurie, j'aimerais vous rassurer. Après la prise du décret qui régule un tout petit peu le prix du thon, poisson garba, pour le bénéfice des consommateurs, il était important que nous assurions un peu la police auprès des acteurs pour qu'ils respectent cette mesure. Parce qu'il y avait énormément de spéculations coupables qui n'étaient pas dans l'intérêt des consommateurs. Sidi Touré a par la suite décliné la politique de l'État de Côte d'Ivoire pour une autosuffisance en protéines animales et halieutiques. Le Premier ministre et le Président de la République ont donné une instruction ferme à l'effet que, pour ce qui concerne le poisson, dans les 2 prochaines années, nous soyons exportateurs de poissons. Et ceci est possible. Pour ce qui concerne les productions animales, nous avons engagé une forte initiative avec nos partenaires brésiliens à l'effet de nous aider et partager les expériences. Ce petit déjeuner de presse est une initiative de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est cela. Amener les premiers acteurs, c'est-à-dire les membres du gouvernement. Ça peut être le Premier ministre, ça peut être une personnalité de haute distinction qui exerce, si vous voulez, dans un secteur bien donné de la société d'intérêt national pour venir expliquer et donner la bonne et vraie information aux journalistes. L'autosuffisance en protéines animales et halieutiques face au défi de l'employabilité de la jeunesse est le thème sur lequel s'est articulé ce petit déjeuner de presse. Vous le savez certainement, depuis le 17 mai, la Côte d'Ivoire abrite la 12e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. C'est l'un des plus grands rendez-vous littéraires d'Afrique. Il accueille des milliers de visiteurs par jour. On y retrouve toutes sortes de livres. C'est un moment privilégié de rencontre entre les auteurs et leur lectorat. Le SILA est aussi l'occasion de mettre en valeur la culture ivoirienne, voire africaine. Et cette année, le pays invité, c'est le Sénégal. Le reportage de Khalil Diomandé et Didier Nguessan.
Enfants, adolescents et adultes, tous venus à la découverte du Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Une diversité d'ouvrages, des écrivains de renom qui plongent les visiteurs dans l'univers de la littérature. J'aime beaucoup Onsata Ouattara, j'aime énormément ce qu'elle fait. Venir au SILA et puis la voir comme ça, vraiment il y a l'émotion. Ça me fait plaisir de retrouver Mawa Bakayoko. J'ai lu ses œuvres, c'est chic, ça enrichit notre vocabulaire. Les œuvres littéraires de Camara Nangala ont bercé pratiquement mon enfance et aujourd'hui c'est vraiment un plaisir de le rencontrer. C'est le lectorat qui fait l'écrivain. Et si aujourd'hui je rencontre des personnes qui me lisent depuis des dizaines d'années, je ne peux qu'en être heureux. Dans cette ambiance, Floppy Mendoza, conteuse ivoirienne, tient des écoliers en haleine. Quand les enfants ont vu, ils ont couru, ils sont allés au village, appeler tous les parents. Les parents sont arrivés, ils ont demandé pardon au génie Tatibo. Le génie dit non, 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 non. Pour cette 12e édition, le Sénégal est à l'honneur avec une vingtaine d'écrivains présents. Chaque époque engendre une épopée, chaque épopée produit des légendes. Chaque légende devient un mythe et le mythe porte le nom du Sénégal. Sénégal, qui est l'invité du SILA, nous permet de découvrir la riche culture sénégalaise. Renforcer l'amour de la lecture chez les élèves, c'est l'un des objectifs du SILA. Les enfants viennent et lorsqu'ils finissent de lire, on essaie de partager un aspect positif qui a un peu touché dans ce livre-là. Et il y a aussi des petites thématiques en anglais qu'on laisse aussi aux enfants. Au SILA, une place de choix est accordée à la promotion du patrimoine culturel africain. Vu la faible représentativité des héros noirs dans la littérature, on a mis en place l'univers ultime griot où on propose des héros qui nous ressemblent. On a Porokuni qui s'inspire du Poro. Puis à l'intérieur, on essaie de démystifier tout ce qui est rite traditionnel, Semifo, l'apprentissage. Au niveau des années de 3 x 7 ans, on essaie de véhiculer le Poro à travers ce personnage. Le SILA est l'un des plus grands rendez-vous littéraires d'Afrique. Il accueille des milliers de visiteurs par jour. On termine cette édition en sport. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a rendu public le nom du nouvel entraîneur des éléphants et celui de son adjoint. Il s'agit respectivement du Français Jean-Louis Gasset et de l'Ivoirien Faye Hermès. L'annonce faite ce vendredi 20 mai 2022 au siège de la Fédération ivoirienne de football. Leur mission, porter la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire, à défaut disputer au moins les demi-finales. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Voici ce que le sage nous apprend ce soir. Les œufs ne se battent jamais contre les pierres. Dieu le voulant, on se retrouve demain.